Qu'est-ce que ces élites climatiques nous imposent? Voyons-les se mettre en scène dans le cadre de leur agenda personnel. Hier, la militante du climat Greta Thunberg s'est présentée devant une mine de charbon en Allemagne pour protester contre la remise en production de cette mine. Elle a fait ça parce que l'Allemagne a récemment fermé la plupart de ses centrales nucléaires dans une nouvelle orientation qui les fait revenir vers le charbon. Bien sûr, cela n'a aucun sens, et sur ce point elle a raison, mais une vidéo en a été diffusée, montrant son arrestation, entre guillemets. Ensuite, les mêmes médias grand public ont diffusé une version émouvante du genre « Mon Dieu, on la martyrise », mais peu de temps après, une version plus complète est apparue, montrant toute la scène, et surtout la mise en scène. Jugez vous-même. Ralph Scholamer est un chercheur universitaire et il vient d'écrire un excellent article dans Newsweek, intitulé « L'activisme climatique ne se soucie pas de la planète mais du spleen de la bourgeoisie, et des rejetons de sa classe dirigeante ». Donc Ralph, vous êtes la personne idéale pour parler de ce timing parfait qui a fait que votre article est sorti l'après-midi même, où Greta Thunberg est arrêtée. Et d'abord votre réaction à cette mise en scène théâtrale. Je pense que ça renforce en quelque sorte ce que vous venez de dire et ce que j'ai aussi essayé de faire passer dans mon article. J'ai beaucoup dit que cet activisme climatique est un passe-temps pour l'élite ou pour les enfants de l'élite aisée. Peut-être que c'est une meilleure façon de le dire. Et beaucoup d'entre eux sont représentés dans le monde de la culture et des médias. Ou pour le dire en termes plus généraux, ceux qui se rassemblent actuellement à Davos. C'est exactement le genre de personnes qui ont des préoccupations narcissiques, placées en tête de leur ordre du jour parce que cela satisfait leur conception de la vertu, en satisfaisant leur propre amour-propre. Mais malheureusement, la poursuite de ces objectifs de développement personnel peut avoir des effets dévastateurs sur ceux qui vivent dans les zones inférieures de la planète socio-économique. Nous en avons parlé dans le passé, une grande partie de la politique climatique repose sur les épaules du travail, des prolétaires en Chine, ou du travail des enfants en Afrique et en Asie. Il y a donc un côté obscur à cela, qui est la plupart du temps ignoré, parce qu'il ne correspond pas au récit standard. Par exemple l'extraction des minéraux et terres rares, pour faire des panneaux solaires, des éoliennes, et toutes ces choses pour lesquelles aucun recyclage n'est prévu. Nous n'entendons jamais parler de ce côté sombre de l'histoire. Et ce qui est encore plus ironique, juste pour vous donner deux exemples rapides, parce que vous avez mentionné que les manifestations contre l'extraction du charbon en Allemagne ont été provoquées parce qu'une zone spécifique a été allouée au charbon par le gouvernement, et décidée par le Parlement allemand. Or, le Parti vert allemand est bien sûr membre de la coalition au pouvoir. Et vous avez eu cet absurde scénario, avec les mêmes députés du Parti vert. Ceux qui ont voté pour l'extraction du charbon, réunis une semaine plus tard dans ce village allemand de Lusara, pour protester contre l'extraction du charbon qu'ils avaient approuvé quelques jours plus tôt. Cela vous montre à quel point c'est arrivé. Et comme deuxième exemple, vous savez qu'il y a de grandes réserves de lithium dans l'État américain du Maine, très proche d'une très belle station de ski Swanky où nous pouvons supposer que beaucoup de ces gens qui peuvent se le permettre, vont patiner et s'y rendre dans leur Tesla ou autre véhicule électrique ruineux. Du coup l'État du Maine, immédiatement après avoir découvert ces réserves, a insisté pour que l'exploitation du lithium dans l'État du Maine soit jugée illégale. Cela vous montre exactement ce qui se passe. Voilà donc pour moi ce qu'est en réalité cette vertu climatique. Elle autorise l'exploitation minière de terres rares pour le confort de certains, mais, chez les autres. Pourquoi pensez-vous qu'ils font cela? Pourquoi la bourgeoisie s'ennuie-t-elle et ne trouve rien d'autre à revendiquer? Pourquoi pensez-vous que ces élites font cela? Je pense que c'est vraiment la question qu'il faut examiner plus en détail. Que ce n'est pas une question technique ou une question scientifique. C'est vraiment une question où beaucoup parmi les gens au pouvoir ou proches de ceux au pouvoir, comme par exemple ceux qui puisent leur raison d'être dans le World Forum de Klaus Schwab, en ont tiré leur sens, leur identité existentielle. C'est ce qu'ils appellent eux-mêmes, la grande réinitialisation. C'est juste cette idée, que nous devons refaire le monde à tout prix, ou pour le dire autrement, pas à tout prix pour eux, mais à tout prix pour tout le monde. Parlons par exemple de cette histoire très ironique, et nous l'entendons tout le temps, vous savez, celle du nombre de jets privés qui se sont envolés vers la Suisse, en même temps que les services d'escorte ont dû recruter de nouveaux employés, pour satisfaire le pic de demande de travailleurs du sexe, au forum de Davos. Il y a là le genre d'idéologie moralisatrice transitionnelle, à la française, qui permet à ces gens qui en ont les moyens de dire aux autres, vous ne pouvez pas conduire votre voiture, ou quand vous voulez rendre visite à quelqu'un en avion parce qu'il habite plus loin, peut-être ne devriez-vous pas faire ça.
Je pense que pour une large part c'est motivé par le fait que lorsque vous les utilisez vous-même et que vous voulez vivre un style de vie chic, sans vous sentir mal, alors ce que vous faites, c'est que vous essayez d'interdire aux autres de le faire. C'est vraiment un phénomène culturel, je veux dire, bien plus qu'un phénomène technique, ou qui aurait quelque chose à voir avec le climat. Parce que nous savons tous que le changement climatique affecte principalement l'Inde et la Chine et d'autres parties du monde, et ne va pas être combattu dans une mine de charbon en Allemagne ou par des véhicules électriques en France. Tout ça ne constitue pas une ligne de front, alors que les effets inflationnistes qu'on constate aujourd'hui sont déjà dévastateurs pour tant de petites entreprises, pour tant de gens moyens et pauvres. Bien sûr, les données que j'ai analysées à ce sujet dans mon émission la semaine dernière, celles du kilowattheure d'électricité, dont les prix ont augmenté bien sûr, les prix du gaz naturel aussi et dans tous les domaines. Nous le voyons à présent, l'Europe est bien sûr touchée par cette vague de froid, les usines s'arrêtent, mais les gens allument leurs appareils de chauffage afin de rester au chaud. Les élites, elles, se portent toujours bien, elles tiennent le choc des prix. Ce sont les petites gens bien sûr, le prolétariat qui ne peut même pas se permettre de monter le thermostat, ou mettre un col roulé supplémentaire. On leur dit que c'est ce qu'ils devraient faire, et cela va donc les affecter négativement, mais pas leurs donneurs de leçons. Il y a encore plus absurde. Supposons que nous ne sommes pas d'accord avec les méthodes mais que nous sommes d'accord avec les objectifs. Si nous observons les résultats, les chiffres, il est absolument clair que les gens les plus riches le sont de plus en plus. Et plus ils s'enrichissent, plus ils se soucient de leur confort climatique, et plus ils parlent des problèmes environnementaux. Donc s'ils étaient logiques et vraiment préoccupés du climat et de l'environnement, ils diraient, essayons d'enrichir le plus de gens possible, le plus rapidement possible, car alors, comme nous, ils se soucieront d'abord des problèmes qui nous préoccupent, nous les riches. Mais ils font exactement le contraire. Ils disent qu'il ne faut plus permettre certaines choses, certains modes de vie. Qu'il faut manger moins de viande, voyager moins. C'est une rédemption. Comme vous l'avez dit auparavant, c'est un exemple récent, nous devons nous habituer au fait que vous ne devez plus prendre une douche chaude tous les jours. Mais ce n'est pas ainsi que vous allez convaincre les gens de votre programme. De mon point de vue, ce programme n'est pas vraiment ce qui les motive. J'irais même jusqu'à dire si nous allions voir les plus honnêtes parmi ces activistes et leur dire, voici un bouton magique et si nous appuyons sur ce bouton magique, nous pouvons geler le climat mondial en dessous de 1,5 degré. Je soupçonne qu'ils diraient ce bouton ne sert pas à grand chose parce que même si ce problème climatique était résolu, il y a tellement d'autres choses que nous devons faire pour corriger ce système, mauvais en soi, le capitalisme. Vous savez l'abandonner ou comme il se le propose, le changer. Ici, c'est plus une recherche d'identité, qu'on peut aussi retrouver dans la quête d'une supra-identité transnationale, qui vous permet de vous identifier au globe terrestre, et non à votre nation ou à votre origine immédiate. Je pense que c'est là-dessus que nous devons débattre, en voyant ça d'abord comme une idéologie, ou une culture, si vous voulez. Un droit qui est dicté par des objectifs très spécifiquement émotionnels. Ou des choses qu'ils désirent, mais motivés par une ferveur religieuse et une crédulité émotionnelle, et non par un souci et une méthode de résolution de problèmes. Car s'il s'agissait de résoudre ces problèmes, ils auraient beaucoup de bonnes nouvelles à considérer. La couche d'ozone apparemment se rétablit avec le temps. La grande barrière de corail est dans un bien meilleur état que ce qu'on nous avait prédit il y a quelques décennies, etc. Donc il se passe beaucoup de bonnes choses qui devraient en quelque sorte nous motiver à nous demander ce que nous pouvons faire dans ce sens, pour redoubler d'efforts pratiques, raisonnables et réalistes. Mais ce n'est pas leur but. Leur idée c'est de nous prêcher comme vertu, une sorte de réforme. C'est un peu comme un nouveau type de réformisme protestant, avec une différence qui est que les réformateurs de Martin Luther pratiquaient en majorité ce qu'ils prêchaient. Mais ce qui rend pire, ces nouveaux protestants, c'est qu'ils prêchent ce que vous devez faire tout en s'en exonérant eux-mêmes. Je pense que cela rend les choses encore pires. Alors toutes les choses positives qui peuvent se passer en ce moment. Des populations d'ours polaires à la grande barrière de corail. La liste est assez longue, mais ils ne veulent pas en parler. Ils veulent que vous fassiez pénitence, mais, avec pour seul résultat, d'en voir quelques-uns voler vers Davos ou la COP 500, en jet privé. Ralph toujours ravi de vous voir, vous savez, il n'y a personne d'autre vers qui nous préférerions nous tourner pour cette émission et nos très nombreux téléspectateurs, attentifs en ce moment, nous disent qu'ils veulent en savoir plus sur vos figurines de maîtres de l'univers, aujourd'hui à Davos. Il nous faut les comparer aux figurines d'action que j'ai derrière moi. Et avec votre masse d'infos et vos chiffres ça m'aide bien. Je dis souvent que mon intérêt pour la politique a été réveillé par les politiques très idiosyncratiques de ces gens qui me rappellent Eternia et sa concurrence avec Skeletor.
Mais on n'en est plus là. C'est une autre conversation que nous espérons avoir un jour. Évidemment qu'au nom de la vérité, nous avons critiqué tant de sources de sens, de la famille à la religion ou la nation, qu'il est compréhensible que particulièrement ceux qui sont les plus troublés par ces critiques aient été cherchés ailleurs. En ce moment, leur recherche de sens va vers le mouvement environnemental, le mouvement climatique, mais je pense que nous devons évaluer et apprécier le fait que les gens cherchent candidement un sens à leur vie, et si nous leur enlevons ces sources de sens, ils vont essayer d'en trouver de nouvelles, souvent pires. Mais la question c'est quel est l'effet de ces nouvelles sources de sens, et j'ai peur que la direction que tu prends actuellement, pour beaucoup de gens, ait des allures très négatives et ça mérite d'être souligné, dans la mesure où nous pouvons nous mobiliser contre cela. Absolument, d'accord avec toi, que ce soit à propos de cette idéologie politique woke, qui devient leur nouvelle religion, ou de cet activisme climatique crédule, et ignorant à quel point il est néfaste pour la moyenne des gens, ils s'intègrent à ça, comme on se calfeutre. Juste un mot là-dessus, ils sont tous connectés. Et voyez la manière dont ces militants parlent maintenant du climat, comme un problème de décolonisation, ou comme un problème du capitalisme, ou conséquence du colonialisme. Vous vous apercevez alors que la parole biblique et la langue de ces militants climatiques sont devenues très similaires parce qu'elles expriment la même motivation chimérique. C'est de la recherche de sens, et non de connaissance, donc ce n'était qu'une question de temps, jusqu'à ce que ces deux illusions se confondent. Et je pense que c'est ce que nous observons en ce moment. Absolument. Sur Ralph Scholhamer et son nouveau livre, nous avons mis un lien dans la description ci-dessous, avec le nouvel article qu'il vient de publier dans Newsweek. Merci beaucoup pour votre contexte là-dessus, Ralph. Super, merci à vous et bonne année à vous, merci beaucoup. Le développement de la production capitaliste nécessite un agrandissement continu du capital placé dans une entreprise, et la concurrence impose les lois immanentes de la production capitaliste, comme lois coercitives externes à chaque capitaliste individuel. Elle ne lui permet pas de conserver son capital sans l'accroître, et il ne peut continuer de l'accroître à moins d'une accumulation progressive. Sa volonté et sa conscience ne réfléchissant que les besoins du capital qu'il représente, dans sa consommation personnelle, il ne saurait guère voir qu'une sorte de vol, d'emprunt au moins, fait à l'accumulation. Et en effet, la tenue des livres en partie double, mais les dépenses privées au passif, comme somme due par le capitaliste au capital. Enfin, accumuler, c'est conquérir le monde de la richesse sociale, étendre sa domination personnelle, augmenter le nombre de ses sujets. C'est sacrifier à une ambition insatiable. Mais le péché originel opère partout et gâte tout. À mesure que se développe le mode de production capitaliste, et avec lui l'accumulation et la richesse, le capitaliste cesse d'être simple incarnation du capital. Il ressent une émotion humaine, pour son propre Adam, sa chair, et devient si civilisé, si sceptique, qu'il ose railler l'austérité ascétique comme un préjugé de thésauriseur passé de mode. Tandis que le capitaliste de vieille roche flétrit toute dépense individuelle qui n'est pas de rigueur, n'y voyant qu'un empiètement sur l'accumulation, le capitaliste modernisé est capable de voir dans la capitalisation de la plus-value un obstacle à ses convoitises. Consommer, dit le premier, c'est s'abstenir d'accumuler, accumuler, dit le second, c'est renoncer à la jouissance. Deux âmes, hélas, habitent mon cœur, et l'une veut faire divorce d'avec l'autre. À l'origine de la production capitaliste, et cette phase historique se renouvelle dans la vie privée de tout industriel parvenu, l'avarice et l'envie de s'enrichir l'emportent exclusivement. Mais le progrès de la production ne crée pas seulement un nouveau monde de jouissance, il ouvre, avec la spéculation et le crédit, 1000 sources d'enrichissement soudain. À un certain degré de développement, il impose même aux malheureux capitalistes une prodigalité toute de convention, à la fois étalage de richesse et moyens de crédit. Le luxe devient une nécessité de métier et entre dans les frais de représentation du capital. Ce n'est pas tout. Le capitaliste ne s'enrichit pas, comme le paysan et l'artisan indépendant, proportionnellement à son travail et à sa frugalité personnelle, mais en raison du travail gratuit d'autrui qu'il absorbe, et du renoncement à toutes les jouissances de la vie qu'il impose à ses ouvriers. Bien que sa prodigalité ne revête donc jamais les franches allures de celle du seigneur féodal, bien qu'elle ait peine à dissimuler l'avarice la plus sordide et l'esprit de calcul le plus mesquin, elle grandit néanmoins, à mesure qu'il accumule, sans que son accumulation soit nécessairement restreinte par sa dépense, ni celle-ci par celle-là.
Toutefois il s'élève dès lors en lui un conflit à la fausse entre le penchant à l'accumulation et le penchant à la jouissance. Accumuler, accumuler. C'est la loi et les prophètes. La parcimonie, et non l'industrie, est la cause immédiate de l'augmentation du capital. À vrai dire, l'industrie fournit la matière que l'épargne accumule. Épargner, épargner toujours, c'est-à-dire retransformer sans cesse en capital la plus grande partie possible de la plus-value ou du produit net. Accumuler pour accumuler, produire pour produire, tel est le mot d'ordre de l'économie politique proclamant la mission historique de la période bourgeoise. Et pas un instant elle ne s'est fait illusion sur les douleurs d'enfantement de la richesse, à quoi bon des jérémiades qui ne changent rien aux fatalités historiques ? De ce point de vue, si le prolétaire n'est qu'une machine à produire de la plus-value, le capitaliste n'est qu'une machine à capitaliser cette plus-value. Cette savante dispute sur le moyen de répartir, de la manière la plus favorable à l'accumulation, entre le capitaliste industriel et le riche oisif, le butin pris sur la classe ouvrière, fut interrompue par la Révolution de Juillet. Peu de temps après, le prolétariat urbain sonna à Lyon le tocsin d'alarme, et en Angleterre le prolétariat des campagnes promena le coq rouge. D'un côté du détroit la vogue était au fouriérisme et au saint-simonisme, de l'autre à l'owenisme. Alors l'économie politique vulgaire saisit l'occasion aux cheveux et proposa une doctrine destinée à sauver la société. Elle fut révélée au monde par N.W. Senior, juste un an avant qu'il découvrît, à Manchester, que d'une journée de travail de 12 heures c'est la 12e et dernière heure seule qui fait naître le profit, y compris l'intérêt. Pour moi, déclarait-il solennellement, pour moi, je substitue au mot capital, en tant qu'il se rapporte à la production, le mot abstinence. Rien qui vous donne comme cela une idée des découvertes de l'économie politique vulgaire. Elle remplace les catégories économiques par des phrases de Tartuffe, voilà tout. Quand le sauvage, nous apprend Senior, fabrique des arcs, il exerce une industrie, mais il ne pratique pas l'abstinence. Ceci nous explique parfaitement pourquoi et comment, dans un temps moins avancé que le nôtre, tout en se passant de l'abstinence du capitaliste, on ne sait pas passer d'instruments de travail. Plus la société marche en avant, plus elle exige d'abstinence, notamment de la part de ceux qui exercent l'industrie de s'approprier les fruits de l'industrie d'autrui. Les conditions du procès de travail se transforment tout à coup en autant de pratiques d'abstinence du capitaliste, supposez toujours que son ouvrier ne s'abstienne point de travailler pour lui. Si le blé non seulement se mange, mais aussi se sème, abstinence du capitaliste. Si l'on donne au vin le temps de fermenter, abstinence du capitaliste. Le capitaliste se dépouille lui-même, quand il prête ses instruments de production aux travailleurs. En d'autres termes, quand il les fait valoir comme capital en leur incorporant la force ouvrière, au lieu de manger tout crus engrais, chevaux de trait, coton, machines à vapeur, chemins de fer, etc., ou, d'après l'expression naïve des théoriciens de l'abstinence, au lieu d'en dissiper, la valeur, en articles de luxe, etc. Comment la classe capitaliste doit-elle s'y prendre pour remplir ce programme ? C'est un secret qu'on s'obstine à garder. Bref, le monde ne vit plus que grâce aux mortifications de ce moderne pénitent de Vishnu, le capitaliste. Ce n'est pas seulement l'accumulation, non. La simple conservation d'un capital exige un effort constant pour résister à la tentation de le consommer. Il faut donc avoir renoncé à toute humanité pour ne pas délivrer le capitaliste de ses tentations et de son martyre, de la même façon qu'on en a usé récemment pour délivrer le planteur de la Géorgie de ce pénible dilemme, faut-il joyeusement dépenser en champagne et articles de Paris tout le produit net obtenu à coups de fouet de l'esclave noir, ou bien en convertir une partie en terres et noirs additionnels ?